7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Comme chaque lundi, c'est un plaisir que de retrouver Monsieur Asdin Ahmed Chaouch. Bonjour Asdin. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben oui, comme d'hab, double kawa, ce matin ça devient une habitude. Ce matin, mon kawa sans filtre, c'est un politique, vu le contexte, ça me paraissait logique, hein, Kim. Il est député et sa particularité, malgré lui, c'est qu'il a connu un sacré baptême du feu à l'Assemblée, puisqu'un député RN l'a invité à rentrer en Afrique en plein hémicycle, qu'il retourne en Afrique pour être précis. Il n'a pas fait que ça, heureusement. C'est pour ça que c'est notre invité. C'est un député LFI. On va commenter avec lui tout ce qui se passe. La nomination de François Bayrou à Matignon et la stratégie de son parti, la France Insoumise. Bonjour Carlos Martins Bilongo, vous allez bien ? Bonjour, ça va et vous ? On vous a offert un petit café, un petit kawa ? On m'a offert, bien sûr. Mais vous avez refusé, vous avez préféré de l'eau. Ça, c'est les vrais politiques. C'est presque un macroniste, je rigole. Non, j'ai bu mon café juste avant. Ah oui, oh là là, ouais, c'est un matinal, c'est autre chose. On a plein de questions à vous poser, mais avant, kawa brûlant, évidemment, je veux m'intéresser au nouveau couple, le couple de cette fin d'année. Bayrou-Macron et analyser ce coup de force, cette nouvelle tactique macroniste. Pour comprendre le choix Bayrou, il faut déjà mettre sur la table les différentes options qui se présentaient à Macron. Un Premier ministre LR, ça avait déjà été fait avec Michel Barnier, ça s'est soldé par un échec cuisant avec une censure. Un Premier ministre de gauche, point d'interrogation, un membre du nouveau Front Populaire aurait été probablement censuré par tout le bloc centriste, la droite et le RN. Un Premier ministre PS hors nouveau Front Populaire, c'était le risque de voir LFI voter contre, associé au LR et à l'extrême droite. Une femme ou un homme issu de la pure Macronie, ça aurait été vu comme un déni du résultat des européennes et des législatives. Il fallait donc imaginer un storytelling pour proposer une personnalité de consensus, mais surtout hors du cercle présidentiel. Alors la première condition, pourquoi pas François Fillon, qui a toujours rêvé de réconcilier les inconciliables en France, pouvait peut-être endosser ce rôle, celui qui s'était même senti presque plus proche de Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy en 2007. Mais le deuxième critère, le choix d'un non-macroniste, ça semble pas respecté, parce que François Bayrou a été présent dès le début de l'aventure des marcheurs, des macronistes en 2017. On peut même le considérer, le qualifier comme l'un des stratèges et idéologues du macronisme. Alors il a fallu imaginer quelque chose pour créer une fissure, une faille entre ces deux camarades de route. Et là, il faut le dire, on a une grande partie de mes confrères journalistes et selon moi tombé dans un gros panneau pour coécrire ce storytelling d'une rupture. Le vendredi, jour de la nomination, nous apprenions les choses quasiment en temps réel sur le plateau de BFM TV. Les infos tombaient du ciel comme par magie. Info BFM TV, l'entretien a duré 1h45. Info Le Monde, lors de cet entretien, Emmanuel Macron annonce à François Bayrou qu'il ne sera pas Premier ministre. Le patron du Modem aurait même proposé en retour un homme du PS, Bernard Cazeneuve. Option refusée, nous dit-on, par Emmanuel Macron. Nouvelle info, BFM TV, François Bayrou aurait menacé de tout faire sauter, même de retirer du bloc centro-macroniste ses députés Modem. Face à ce coup de force, Emmanuel Macron aurait cédé, aurait nommé François Bayrou. Et ça a été relayé sans aucun recul, sans aucun questionnement et sans délai sur le plateau de BFM. Alors déjà, je vais le dire, en tant que journaliste qui a pas mal suivi la politique, et je parle devant un témoin, un politique, les scoops magiques aussi rapides et désintéressés, ça n'existe pas. L'Élysée a sans doute alimenté et instrumentalisé Le Monde et BFM TV. Comment imaginer que ce huis clos se retrouve aussi facilement sur la place publique et aussi vite ? Ça peut arriver dans d'autres circonstances, après plusieurs jours, plusieurs semaines avec des fuites, mais en temps réel, c'est du jamais vu. Imaginez que cela vienne de Bayrou. Seul, moi j'y crois pas. Relayer un refus, vu comme une humiliation et menacé de retirer ses députés pour endosser le rôle de l'homme irresponsable au final, c'est difficilement concevable. Et imaginez Emmanuel Macron dans le dos de Bayrou, transmettre à la presse cette info de clash, on aurait du mal à voir l'avantage qu'il pourrait en tirer. Le scénario donc le plus probable est le suivant. Emmanuel Macron sait qu'il doit raconter aux Français et aux autres partis l'histoire d'une mésentente, d'un ancien camarade qui le défie, un politique du centre droit qui semble même pencher plus à gauche que la Macronie. Donc voici le profil idéal. D'ailleurs, à sa prise de fonction, Bayrou a donné un discours plutôt à gauche, parlant des quartiers, c'était assez surprenant, faisant allusion à des personnes qui n'ont pas les codes ou stigmatisées selon leur religion. C'était presque trop gros, la ficelle. Alors ce choix et cette tactique peuvent permettre, pourquoi pas, de faire voter un budget, en emportant les voix du PS. C'est une voie pour sortir du blocage actuel, mais ne nous trompons pas sur la démarche. Macron a réussi une chose cruciale, il est revenu dans le jeu, recréant un vrai duo de pouvoir avec l'homme qu'il a toujours accompagné dans toutes les crises. Mais il prend un grand risque Macron personnel. Il prend un poids lourd qui pourra utiliser l'appareil de son parti tout en se défaussant d'un bilan
personnel. Rebonjour, Carlos Martins Bilong. Votre analyse déjà sur le choix de François Bayrou à Matignon, est-ce que vous croyez à ce clash qu'on nous a un peu vendu ? Moi, je pense que c'est un récit médiatique, vous l'avez très bien expliqué. Entretien qui a duré 1h45 en temps réel avec BFM TV. La veille, on avait les horaires d'arrivée de l'avion. Macron a ouvert la porte de l'Élysée, il vient de rentrer dans son bureau, il réfléchit, finalement c'est demain matin. Et ensuite, d'avoir les infos en temps réel comme ça. Voilà, les télégraphes fonctionnent très bien. Et en fait, on nous a vendu un faux récit. Mais ensuite, quand on vous expliquait que avoir une personne du NFP à Matignon et qu'elle serait censurée immédiatement, en fait, ce serait l'action du bloc macroniste. Bien sûr. Ça veut dire si l'action du bloc macroniste va censurer en fait quelqu'un qui est désigné par le président Macron, désigné et nommé, bah, ça pose problème. C'est à lui de tenir ses hommes et ses équipes et ses députés. Oui, vous dites que cet argument, à la limite, et ce refus, ça vient de lui et de son camp. Donc c'est pas un argument qui tient. Oui. Ça a lui de tenir son camp. Il a ses députés, il a son président du groupe parlementaire qui est Gabriel Attal. À un moment donné, il faut respecter les yeux, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que M. Bayrou, dès le départ, c'était planifié sur lui. Oui, d'ailleurs, c'est le premier nom qui, je dirais presque quelques heures après la censure de Barnier, c'est le premier nom qui a sa logique. Et du coup, moi, je pense que ce scénario qu'on a eu du dernier jour, du vendredi, avait été orchestré depuis la semaine qui a précédé, où on a eu les consultations, les socialistes avaient été invités, et pas les autres partis de gauche. En fait, il a voulu créer un éclatement du NFP, tout en allant toujours dans le même sens, en sachant qu'à la fin, je sortirai ma pièce et ma carte Bayrou. Mais en fait, je veux faire semblant de réfléchir à tel ou tel pour créer en fait une implosion. Oui, et puis on a presque l'impression qu'il y a une tentative de donner un peu des gages à la gauche. Alors, je parle peut-être plus au PS, mais c'est-à-dire nous expliquer que dans cet entretien, il aurait contre-proposé Cazeneuve. Ça, c'était assez J'aimerais juste demander en fait à mes partenaires socialistes ou communistes ou écologistes si le jus d'orange était bon à l'Élysée. Parce qu'en fait, au final... qu'est-ce qui en ressort? Ils ont été vendredi, socialistes, ensuite ils ont dit on a une invitation pour les autres. Si je rentre en soirée, finalement tu peux venir lundi. Ensuite les camarades ont été lundi. Vous avez été viré de la soirée, quoi. Vous n'êtes même pas rentré. Non, mais je veux pas aller dans un endroit où je suis pas le bienvenu, où en fait la séparation des pouvoirs, c'est pas l'exécutif de créer des coalitions parlementaires. On a déjà eu le petit jeu pendant les JO, après les JO, où le président recevait à l'Élysée différents groupes politiques pour créer une fausse coalition, parce qu'ensuite M. Barnier tombe au bout de 90 jours. Nous, les compromis, ça se fait à l'Assemblée nationale. Moi, je suis en commission des finances, c'est quand on fait des amendements et qu'un compromis se crée à ce moment-là. On a gagné 150 amendements pendant le PLF 2025. C'est pas à l'Élysée qu'on va discuter d'une nouvelle méthode, etc. Et comme vous l'avez dit, il se remet dans le centre du jeu. Alors qu'à la base, quand on censure Barnier, on censure Macron. Barnier, on ne connaît même pas. Évidemment, on en reparle, parce que là, nous, c'est notre moment réclame, comme ils disent à la télé, c'est la pub. On revient tout de suite, on a plein de questions à vous poser. Mon invité, Carlos Martins Bilong, député du Val d'Oise. Bilongo. J'ai dit Bilong Parce que Bilong, c'est un joueur de foot. Exactement. C'est ça, il m'a regardé. Pardon, voilà. Les supporters de Marseille, c'est pas la deuxième fois, j'ai dit bon. C'est vrai, plus de fois. Bilongo, voilà, je suis désolé, oh là là. Député du Val d'Oise, vous n'êtes pas joueur de foot, vous êtes... J'ai joué au foot. C'est vrai, ouais, et d'ailleurs, on va en parler. Vous avez été victime de racisme sur le terrain, je crois, un peu, non? C'est ça. On vous jetait des... J'avais joué un jour avec mon frère, on était en Suisse en vacances, et dans un petit village, je voyais des petits jeunes qui me jetaient des mie de pain, je comprenais pas pourquoi. Et j'explique à mon frère, je dis mais pourquoi ils nous jetaient? Mon frère m'a expliqué, en fait ils aiment pas les noirs. Et moi, j'étais très jeune, je comprenais pas. Et vous êtes de Villiers-le-Bel, c'est ça? Exactement. Vous avez une formation de commercial, vous êtes enseignant, et on ne sait peu, vous avez été coach de Aya Nakamura? C'est ça. C'est ça? Ah, j'étais pas au courant. Ouais. Ça, je l'ai gardé, celle-là. Coach ça, on peut faire une émission sur ça. Sportif ou? Sportif. Ah ouais, pas en chant. Pas en chant. Parce que si on vous ouvre le micro, là, on y va. Hein. Non, c'est pas en chant, c'est coach sportif. Parce qu'à la base, moi, je suis militant associatif dans ma ville, la Villiers-le-Bel. Et on donnait des cours, pour des cours collectifs, des cours de step, ELIA, fitness, etc. Et ensuite, j'étais en lien avec son ancien manager et elle préparait sa tournée.
Et après, apparemment, à un moment, vous lui avez dit, il n'y a pas moyen de Djadja, elle a noté sur un papier comme ça, et elle s'est dit, je veux. Non, ça se l'invente, c'est là. J'aurais demandé mes royalties derrière sa scène. Mais c'est pas moi. Alors, on vous a découvert donc médiatiquement, malgré vous, après qu'un député RN a osé lancer qu'il retourne en Afrique. C'était les premiers jours à l'Assemblée nationale, après votre prise de parole. Et en politique, vous le subissez, vous le sentez, le racisme, et de quelle manière? Alors, là, c'est évident, vu que vous avez été interpellé directement. Ça nous a tous choqués. Je me rappelle, ce jour-là, j'étais à Quotidien, regardais comme ça la télé. On fait, mais non, mais ça y est, ça y est, le cordon a pété dès le premier jour. Vous le ressentez ou pas? Vous sentez ou pas une certaine est-ce que vous sentez le mépris parce que vous êtes d'origine africaine, je crois, angolaise et congolaise, c'est ça, vos origines, ouais. Mais comment on le sent, c'est parce qu'en France il y a un racisme systémique qui existe, soit pour travailler dans la fonction publique ou parfois dans le privé. Et ensuite la politique c'est le reflet de la société. Du coup c'est transposé sur différents aspects, mais bien sûr qu'on le ressent. Mais c'est-à-dire avec les autres partis où il faut. Est-ce que le RN fait parce que je les ai vus moi à l'Assemblée, parfois ils en font un peu, pas des caisses, mais ils surjouent la politesse, la gentillesse. Quand vous les croisez, ça se passe comment dans les couloirs de l'Assemblée? On se dit pas bonjour, non, ouais. On se croise, rien. Mais j'ai l'impression quand même quand il y a des caméras, ils essayent de jouer un jeu, ou quand il y a une mission d'information, on va être ils vous font en binôme. Monsieur Martin Bilongo, bonjour et tout devant les caméras, non? Quand il y a pardon, ça me fait marrer. Le jour où l'Assemblée, ou son premier jour du bureau, où il y a le vote pour la présidence de l'Assemblée nationale, il y a la séquence où on passe à la tribune, il y a le serrage de main, etc. Moi, je suis d'avis, si on se dit pas bonjour dans la globalité de quand on se croise tout le temps, on va pas se dire bonjour volontairement quand je pose mon bulletin de vote à un moment donné. Vous voyez la séquence là. Moi, je ne dis pas bonjour non plus. On se dit pas bonjour à la base. On va pas le faire exprès parce qu'il y a une caméra et qui nous regarde. Du coup, voilà, non, on se parle pas. On fait souvent le procès à LFI d'essentialiser son électorat. En clair, habitants de quartiers noirs et arabes, votez pour nous. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est pas vrai. C'est le procès qu'on fait, oui, mais Jean-Luc Mélenchon et à LFI. On fera toujours un procès à une gauche de rupture, une gauche radicale, qui est prête à prendre le pouvoir et qui fait un beau suffrage dans les villes populaires. Est-ce que ces personnes-là proposent une offre? En fait, c'est super marrant. On ne le dit pas pour les bourgeois. Quand ça vote, quand le bloc bourgeois dans 78 ou dans 92 vote les yeux fermés pour le candidat LR ou autre, ça ne dérange personne dans le 16e, etc. Et nous, j'en suis. Et souvent, ceux qui disent ça, essentialisé, c'est même pas des personnes qui sont concernées. Donc franchement, qu'ils restent à leur place. Les Noirs ou les Arabes, les Métis, tout ce qu'on veut dans les villes populaires, on sait réfléchir. Chez nous, il y a des gens qui sont libéraux. Moi, je connais des gens, ma famille, qui sont libéraux, qui votent peut-être Macron, ou qui votaient avant, qui étaient d'accord avec son... Vous arrivez à les convaincre? Ça se passe comment les dîners? Non. Le Noël, il va bien se passer? C'était jusqu'en 2018, je pense, ces personnes-là. Ils votent Macron, mais on a des gens qui sont dans la logique libérale, ou maintenant qui votent LFI par rapport à d'autres positions, mais ils ont quand même une vision libérale, ça existe. Et nous, on les côtoie. Après, bon, ils sont minoritaires dans nos secteurs, mais il faut arrêter d'essentialiser vous-même en disant, en disant. Oui, parce que nous, on a un programme politique, et nos différents programmes politiques répondent à des aspirations. Nos luttes, quand on a des luttes qui sont sur des métiers précaires, ou quand on a des luttes qui sont au niveau des organismes syndicaux, parce que organismes syndicaux, parce qu'on est totalement en lien avec les prolétaires. C'est normal que si les prolétaires, la souche de population qui est racisée et davantage sur les prolétaires des métiers difficiles, c'est normal qu'ils vont voter pour nous. Non, justement, c'est intéressant ce que vous dites, je rebondis rapidement. Dans les quartiers, vous parlez évidemment qu'on a plus une vision à gauche, mais... Ça dépend. Oui, non, mais justement... Il y a une séquence où... Oui, le discours libéral d'Emmanuel Macron en 2017, notamment avec Uber, chacun va créer son entreprise, je vais vous sortir du chômage, ça a séduit quand même. Ça a séduit, un peu l'américaine, quoi. En fait, ça a séduit, mais c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. Ils ont vu la douille, quoi, comme on dit. À un moment donné, c'était ceux qui ont échoué, c'est de votre faute. Ceux qui ont réussi, voilà, parce que je me suis donné les moyens. D'accord. C'était ça. Devient Uber, fait quelque chose, travaille un peu plus, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au même moment, ils cassaient tout. Ils cassaient le métier des cheminots. Il y avait beaucoup de gens de la RATP qui bossaient, des machinistes, des cheminots de la SNCF, ils cassaient tous ces métiers en même temps. Et en fait, ils mettaient les uns contre les autres. Au même moment, ils cassaient aussi le métier des enseignants.
ils font pas grand-chose, etc. Et puis il y avait un discours qui avait été abandonné en 2017. Moi, c'était... Pardon, mais je vais assumer ce que je trouvais bien chez Emmanuel Macron sur un point, c'est qu'il avait évité de parler d'islam, de religion, de laïcité. Il était un peu moins sur ce discours-là. Ça avait plus dans les quartiers. On a l'impression qu'assez vite, il a appelé Gérald Darmanin, il a appelé ses copains. C'est le seul populiste. En discours, il disait les Algériens, les Marocains. Ça, personne n'a dit que ça c'est essentialisé. Donc c'était des Français qui étaient dans son meeting ou autre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas là. Mais tout ça, c'est totalement écrit par McKinsey. Oui. Il a dit les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Ça, c'est évidemment, il flattait là. Il flattait les gens. Mais en fait, il a détruit un gros tissu social qui était existant en supprimant les CHSCT dans les entreprises également. On a eu la multiplication des accidents du travail. Il a tué aussi le métier des taxis. C'est une profession libérale qui était assez noble, qui a été détruite par Emmanuel Macron et ses politiques ultra-libérales. Mais à un moment donné, il faut dire stop. Et nous, dans nos villes, on les a vus, nos papas qui étaient taxis, etc. Que c'était un boulot noble, très difficile, parce que nos papas ils faisaient 15 heures, ou même nos mamans qui étaient taxis. Votre père était chauffeur, je crois, non, c'est ça? C'était chauffeur, ouais. Donc vous connaissez le sujet des chauffeurs? Je connais vraiment très bien le sujet. Et c'est des métiers qui cassent, on a le dos cassé, etc. Mon père n'était pas taxi, il n'avait pas eu ces moyens-là. Mais les gens qui étaient taxis à l'époque, quand ils vendaient leur plaque ou la transmettaient à leur enfant, c'était un héritage. Bien sûr, oui, c'est comme un appartement, c'est un investissement. Ça valait 200, 300 000 euros. Il a tout cassé. Bien sûr. Alors justement, revenons à la... Et en fait, ces politiques-là, nous, on n'a pas été au pouvoir. On a toujours eu un programme avec des mesures coercitives. C'est normal que les gens ensuite sont totalement en attente de quelque chose et votent pour nous. Les gens, les Noirs et les Arabes de notre territoire, qui sont français, ne sont pas stupides. Ils savent faire un choix. Alors Carlos Martins Bilongo, revenons à la stratégie LFI avec ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, vous allez probablement être dans le camp de ceux qui vont censurer. C'est pas une surprise, ça a été dit assez rapidement. Le nouveau Premier ministre François Bayrou, vous serez probablement dans le même camp que le RN. N'y a-t-il pas un risque que vous deveniez un vrai parti protestataire radical dans l'esprit des gens face à ceux qui, quelque part, disent bon allez, faut quand même voter le budget? Déjà, je pense pas, parce que le RN a une position plutôt, on va voir, attendons d'écouter. Oui, là, sur le point de vue budget, mais comme dans l'esprit des gens, ils ont pu apparaître comme parti protestataire. Ouais, justement, vous avez pas leur volé la vedette là-dessus? Moi, je suis pour respecter la démocratie. La coalition arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire. Dès lors où Macron ne nomme pas que le Front populaire, on sera amené à censurer ce gouvernement. Je sais pas, en fait, en France, on se rend compte qu'on a eu un Premier ministre, M. Barnier, qui a eu 6% au suffrage. Son groupe politique avait 6%, et ils étaient 47 républicains à l'Assemblée nationale. On est comme les pays scandinaves, là, en fait. C'est-à-dire, c'est pas forcément celui qui arrive en tête qui gagne. C'est 3,96%. Ils sont 33, les députés du MoDem, ou 37. On s'en rend compte? Moi, on demande un vote de confiance à M. Bayrou. C'est pas mieux Bayrou quand même que Barnier pour vous? Juste, c'est 3,96% en termes de suffrage. Ils sont 37 à l'Assemblée nationale. Moi, je demande un vote de confiance. Et on ne va pas nous vendre la coalition qui ne va pas se faire censurer. C'est ce qui a été vendu par Macron au mois de septembre quand il nomme Barnier. Il a dit j'ai fait des consultations. Le bloc le plus large, c'est celui de la droite avec M. Barnier. C'est ce qui a été vendu, c'est ce qui va tenir. Et personne ne demande des comptes à Macron. Non. C'est lui qui l'a dit en plus il y a 2 mois. Il a fait confiance à Marine Le Pen, ça lui a fait du mal. Et aujourd'hui c'est pareil. Sur qui il table? Il tape sur le MoDem, LR et les macronistes, c'est pas suffisant. Il tape sur le PS et les LR. Mais non, mais le PS est engagé à rien du tout. Non mais je dis son pari. Oui mais c'est engagé à rien du tout. Il faut nommer le bloc arrivant en tête et nous on demande un vote de confiance. S'il n'y a pas de vote de confiance, on peut demander, du coup on dépose une motion de censure. D'accord. Et ensuite maintenant libre aux parlementaires de le voter. Oui non. Maintenant nous on est un parti. On conteste le vol électoral. Bayrou, est-ce que c'est mieux que Barnier quand même? La question est simple. C'est pas le responsable, c'est Macron. Oui. Le blocage est à l'Élysée. À un moment donné, sa démission sera amenée à être demandée dans un socle plus large. On a déjà M. Charles de Courson, M. David Lisnard et encore d'autres personnes qui commencent à se positionner à demander sa démission. Mais en fait, c'est plus possible. Elle est à l'impasse. Moi, Barnier, comme je dis, je ne le connais pas. C'est personne. C'est un monsieur qui arrive 4e au primaire LR. Oui, il disait tout et n'importe quoi. Il a un passé. Il était ministre. Il a organisé les JO. J'étais pas né. Mais c'est pas ça, c'est pas un argument. Mais c'est personne en fait. Barnier, c'est personne. Pour vous voulez dire dans 90 jours dans l'état actuel des forces politiques. Il a fait 90 jours. Moi, je le plains, ce monsieur. Voilà. Il aurait dû rester là où il était, à sa place, dans un 4e d'une primaire qui avait des propos abjects pendant la primaire LR. Et ensuite avoir M. Bayrou, encore une fois,
Ça n'a aucun sens. En fait, le responsable, c'est Emmanuel Macron. Donc vous pensez qu'il doit démissionner? Pour vous, Macron doit démissionner. C'est la position LFI, non? Je vous dis juste une chose. Dès lors où M. Bayrou va être censuré, parce qu'il le sera à un moment donné, ça tombera, même des personnes qui étaient au gouvernement de Barnier demanderont également la démission. Je vous le dis, des ministres ou des parlementaires macronistes demanderont la démission de Macron. On est dans une impasse. Moi, je le vois au Parlement. J'aimerais que les Français et les Françaises suivent un peu les débats au Parlement. Pendant le débat du budget, il n'y avait aucun parlementaire macroniste et même des LR. Il y avait les ministres du budget, des comptes publics qui étaient là à défendre des amendements, etc. Alors que ça ne passait pas. Et nous, on a fait passer 150 amendements. Le budget nous a ressemblé. Et vous savez, on a au niveau du déficit, on est à 5,7%. Quand on a fait le PLF 2025, avec l'ensemble des modifications du NFP, on est arrivé à 3% de déficit. Il nous reste 2 minutes. Voilà. Ouais, je coupe dans vos sigles, PLF, NFP, monsieur. Désolé, je voulais juste expliquer aux Français qu'on était plus responsables que ces personnes-là, parce qu'ils s'appellent le bloc central, alors que c'est le bloc bourgeois. Carlos Martins, Bilongo, j'ai une question, c'est qui votre patron chez vous? Toujours Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que il y a Sarkozy à droite et il y a Mélenchon à gauche. Ils sont plus aux affaires, mais en coulisses, ils tirent Mélenchon n'est pas plus aux affaires. Attention, il y a Sarkozy a un bracelet électronique. Faut pas se tromper, attention. Je parle en tant qu'élu. Les deux n'ont plus de mandat. Plus de mandat, mais en tout cas, il y a une donc ils sont plus aux affaires politiques. Il y a une autorité. Dans ces cités, citoyenneté. Monsieur Mélenchon a une autorité morale et toujours dans le jeu politique. Et ensuite, c'est l'homme qui a 22% de la présidentielle. M. Sarkozy n'était pas là. M. Sarkozy a un bracelet électronique normalement, mais il fait que de se déplacer. On a l'impression que vous n'arrivez pas à vous émanciper de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas une question, mais pas du tout. On est très heureux de l'avoir. C'est une chance. Moi, je préfère avoir Jean-Luc Mélenchon qu'avoir Hidalgo. C'est une secte. C'est une chance. Ensuite, la patronne, c'est la patronne du groupe parlementaire. Mathilde Panot. Le coordinateur, c'est M. Bompard. Est-ce qu'il ne faut pas couper le cordon avec Jean-Luc Mélenchon à un moment? Pourquoi? C'est le meilleur. Mais pour certains électeurs, à gauche, il est bloquant. Mais ça arrive. Mais quel électeur? Celui qui a voté Hidalgo ou celui qui a voté Jadot, pour lui, c'est bloquant parce que lui, il n'aura pas les suffrages nécessaires. Vous savez, venez à Sarcelles, Villebel, Garges, Arnaudville ou Bonneuil, dans d'autres villes populaires. Ne devez pas parler de PS, ne parlez pas d'autres mouvements politiques de gauche. Ils sont inaudibles. Jean-Luc Mélenchon, ça parle, parce qu'il parle vrai, il dit la vérité, il a un programme intéressant, et il l'a depuis longtemps. Maintenant, je vous dis, nos adversaires politiques qui existent au sens large, dans les médias, etc., qui tapent sur lui, on est d'accord. Mais on a aussi des adversaires qui sont du bloc de gauche, parce qu'ils veulent exister. C'est une vérité. Mais nous, on n'était pas aux affaires en 2012. Ils avaient les départements, les régions, les communes, le Sénat, l'Assemblée nationale, et malheureusement, ils ont voulu faire les lois El Khomri, ils ont voulu faire des changements de nationalité, et ce qui est arrivé, aujourd'hui, il n'a pas pu se représenter, M. Hollande. C'est ça le vrai sujet. Donc, Mélenchon a ressuscité la gauche. Il faut tirer un coup de chapeau et continuer à avancer et aller vers des nouvelles victoires. Parfois, vous dites pas, pour terminer, là, c'est vraiment la dernière seconde, c'est quoi ce milieu de fou? Pourquoi je fais ce job? Vous aviez un job bien, vous étiez bien, là, vous aviez une belle formation. C'était super dur. Moi, j'ai eu une licence en marketing, négociation, option énergie renouvelable. Ensuite, j'étais enseignant, c'était très dur. Mais en fait, j'ai porté la parole dans le milieu populaire, dans mon quartier. Ensuite, au sein de ma ville, ensuite au sein de mon département, au niveau associatif. Et les gens ensuite m'ont demandé de me présenter. C'est un milieu difficile, vous avez vu, on fouille dans les passés, dans les avis fiscaux, dans tout ça, voilà. C'est pas grave, on se bat pour ça. On se bat pour ça. Et ensuite, quand on prend un titre de comparaison avec d'autres élus, on voit que c'est pas pareil. On dit, pourquoi on nous tape dessus le jour qu'on sort un bouquin? Mais on se bat quand même. Et en fait, c'est noble. Et encore une fois, je renvoie un coup de chapeau à Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'à la France Insoumise, on a plein de profils de députés qui sont des marqueurs importants pour la société, des visages importants qui représentent la société. C'est important d'avoir une diversité de députés de différents milieux. Moi, je suis aussi d'un milieu populaire, donc je suis très content d'être là. Les gens se sentent représentés en me voyant. Et ensuite, quand on a un programme intéressant, c'est encore doublement représenté. Mais Jean-Luc Mélenchon a eu cette force de ramener de nouveaux profils à la politique, des profils intéressants, des jeunes de qualité. Et moi, quand des fois je discute avec des personnes, il y a des ministres qui sont inconnus et beaucoup de députés de mon groupe politique, je prends David Guiraud, je prends Ali Jouara, Sébastien Delogu, des profils qui n'existaient pas en politique, qui a fait émerger, et c'est une très belle chose. Eh bien, merci
Carlos Martins Bilongo. Là, j'ai donné que des noms d'hommes, j'ai donné aussi des noms de femmes. Ah oui. Anaïs Benaoussa, Marie Mesmer, voilà. Vous avez commencé par Mathilde Panot tout à l'heure, qui est aujourd'hui la patronne comme Carlos Martins Bilongo, là je le prononce bien. C'était notre invité sur Beurre FM. Oui, c'est des profils qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou de voir en politique. Là. Ah oui, ça change, très rare, et des profils qui finalement ressemblent à la France d'aujourd'hui, bah oui, celle que certains ne veulent pas voir. Et voilà. Et il est à l'Assemblée nationale, il siège à l'hémicycle et il est là très souvent. Voilà. Et ça c'est bien parce que j'espère juste que si monsieur devient ministre un jour, il n'oubliera pas de repasser par Beurre FM. Mais oui, pour faire Beurre FM, Alger, partout. Voilà. Il fait comme Macron. Je suis un des rares politiques français qui a un visa pour aller en Algérie. Ah oui, vous allez être utile, ils vont vous nommer ambassadeur. Voilà. Ils étaient convoqués là. Bon courage à lui. C'est bien. Merci Kim, on se retrouve dans quelques minutes. Dans un instant. Au revoir tout le monde. Merci à vous en tout cas. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.